En 2003, plus de 15 000 personnes sont mortes en France, de chaleur. La plupart avaient votre âge. Le gouvernement a dit ensuite « Nous ne savions pas que ce serait aussi terrible ». 22 ans ont passé. Aujourd'hui, il fait de nouveau 42 degrés. Et j'ai toutes les raisons de penser que l'histoire s'apprête à se répéter. Mais personne ne veut en parler à voix haute. Posez-vous cette question, maintenant, avant de continuer à regarder. Pas demain, maintenant. Si vous vous sentez mal ce week-end, s'il vous arrive quelque chose dans les prochaines heures, est-ce qu'il y a un lit libre dans votre hôpital? Est-ce qu'une ambulance pourra arriver à temps? Est-ce que quelqu'un saura que vous avez besoin d'aide? Ce sont des questions simples. Ce sont des questions auxquelles aucun responsable officiel n'a répondu clairement. Et c'est précisément pour cela que nous allons y répondre ensemble, maintenant, dans les 20 prochaines minutes. Mercredi 23 juin 2025. Retenez cette date. Elle sera citée dans les livres d'histoire, dans les rapports parlementaires, dans les enquêtes judiciaires peut-être. C'est la journée officiellement enregistrée comme la plus chaude en France depuis 1947, depuis 78 ans. 2 générations entières se sont succédées sans jamais connaître une telle chaleur sur ce territoire. Et ce jour-là, dans un hôpital de Lyon, un médecin urgentiste a dit à voix basse à son collègue, pour que les patients n'entendent pas, « Si demain c'est pareil, on ne tiendra pas ». Vous pensez qu'il exagérait? Continuez à regarder, vous déciderez vous-même. Ce qui s'est passé le mercredi 23 juin 2025 n'est pas un événement météorologique isolé. C'est l'aboutissement d'une trajectoire. C'est le résultat de décisions prises et de décisions non prises sur plusieurs décennies. 58 départements placés sous alerte rouge simultanément. Pas 10, pas 20, 58. Cela représente plus de la moitié du territoire métropolitain français. Les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Hérault, la Gironde, le Rhône. Si vous habitez dans l'un de ces départements ou si vous y avez de la famille, vous savez de quoi je parle. Vous avez senti cette chaleur sur votre peau. Vous avez vu les volets fermés dès le matin. Vous avez entendu les sirènes plus souvent que d'habitude. Ce n'était pas votre imagination. 40 à 42 degrés. Et cette chaleur ne devait pas s'arrêter le lendemain. Pas le surlendemain non plus. Les prévisions indiquaient une persistance jusqu'au week-end. Cela signifie quelque chose de très précis pour un corps humain. Pas de récupération nocturne suffisante, pas de moment où l'organisme peut souffler, pas de répit. Les nuits restaient chaudes, les appartements accumulaient la chaleur jour après jour. Et pour les personnes de plus de 60 ans, cela n'est pas un inconfort, c'est une menace physiologique réelle. Parlons de physiologie justement, pas pour vous faire peur, pour vous donner des faits. À partir de 60 ans, le mécanisme de thermorégulation du corps humain fonctionne différemment, plus lentement. La sensation de soif arrive plus tard, parfois beaucoup plus tard. Le cœur supporte moins bien l'effort supplémentaire que représente la lutte contre la chaleur. Les reins filtrent moins efficacement. Les médicaments que beaucoup de personnes de votre génération prennent quotidiennement, pour la tension, pour le cœur, pour le diabète, peuvent interagir dangereusement avec la déshydratation. Ce n'est pas une liste de symptômes abstraits, c'est ce qui s'est passé dans des milliers d'appartements en 2003. Des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Des gens qui pensaient simplement avoir trop chaud. Plus de 15 000 morts en 2003. Ce nombre, il faut le laisser résonner. 15 000. C'est une ville entière. C'est une catastrophe de guerre. Et la majorité de ces victimes étaient des personnes âgées, vivant seules, dans des logements sans climatisation, dans des villes où personne n'était venu vérifier si elles allaient bien. Certaines n'ont été découvertes que plusieurs jours après leur mort. En France, en 2003. Dans un pays avec un système de santé considéré comme l'un des meilleurs du monde. Alors voilà la question centrale. Voilà ce qui devrait vous tenir éveillé ce soir. Après 2003, la France a créé un plan national canicule. Elle a mis en place des registres de personnes vulnérables. Elle a adopté des protocoles d'alerte. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus. C'était il y a 22 ans. Et le mercredi 23 juin 2025, avec 58 départements sous alerte rouge et 42 degrés au thermomètre, l'armée du salut a lancé l'opération Chaleur solidaire pour aller distribuer de l'eau aux personnes âgées isolées. L'armée du salut, une organisation caritative, des bénévoles, dans un pays qui dépense des centaines de milliards d'euros par an en dépenses publiques. Prenez un moment pour laisser cela s'installer. Je ne dis pas que l'armée du salut fait mal son travail. Je dis exactement le contraire. Ces bénévoles font un travail admirable, humain, concret. Mais la question que je pose est différente. Pourquoi est-ce à eux de faire ce travail? Où sont les services sociaux municipaux? Où sont les conseils départementaux, financés par vos impôts, dont la mission première est précisément de protéger les populations vulnérables? Où sont les agents qui devaient tenir à jour les registres des personnes isolées et les contacter en priorité lors d'une alerte rouge? Posez-vous cette question.
Pas pour être en colère, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le système qui est censé vous protéger. Revenons au mercredi 23 juin 2025. Cette date doit sonner comme une alarme. Parce que la chaleur n'est pas tombée du ciel sans prévenir. Météo France avait émis ses premières alertes plusieurs jours avant. Les autorités savaient. Le passage à l'alerte rouge pour 58 départements simultanément ne s'est pas fait en une nuit. Il y avait du temps. Du temps pour préparer, pour mobiliser, pour anticiper. La question n'est donc pas de savoir si l'État a été surpris. La question est de savoir ce qu'il a fait du temps qu'il avait. Voici ce qui se passe dans un hôpital français en période de canicule. En juillet et en août, une partie significative du personnel médical est en congé. C'est normal, c'est humain, c'est légitime. Mais cela signifie que les services fonctionnent avec un effectif réduit. Des postes ne sont pas pourvus. Des infirmières assurent seules des charges de travail qui nécessiteraient 2 personnes. Des médecins font des gardes plus longues. Et c'est précisément à ce moment-là, quand le système tourne au ralenti, que la vague de chaleur arrive et envoie aux urgences des dizaines, puis des centaines de patients supplémentaires. Des personnes âgées déshydratées, des victimes de coups de chaleur, des insuffisances cardiaques déclenchées par l'effort thermique, des chutes provoquées par des malaises. Le système qui était déjà sous tension se retrouve en situation de surcharge. Et c'est là que les décisions deviennent impossibles. C'est là que le médecin urgentiste de Lyon a dit à voix basse « Si demain c'est pareil, on ne tiendra pas ». Imaginez maintenant que vous êtes ce patient. Vous vous sentez mal. Il est 15 heures, il fait 42 degrés dehors et 38 dans votre appartement. Vous composez le 15. La ligne est occupée, ou vous attendez. Vous attendez plusieurs minutes. La voix qui vous répond est professionnelle mais pressée, il y a beaucoup d'appels ce jour-là. L'ambulance est envoyée, mais les équipes sont mobilisées sur d'autres interventions simultanées. Vous attendez encore. Quand vous arrivez aux urgences, la salle d'attente est pleine. L'infirmière de triage vous évalue rapidement. Vous n'êtes pas en arrêt cardiaque, vous n'êtes pas inconscient. Vous passez donc après d'autres cas jugés plus urgents. Vous attendez dans un couloir. Il fait chaud dans ce couloir aussi, parce que l'hôpital est un bâtiment ancien qui n'est pas entièrement climatisé. Ce scénario n'est pas une fiction. C'est une reconstruction fidèle de ce qui s'est produit lors des précédentes vagues de chaleur. Et le mercredi 23 juin 2025, les conditions étaient réunies pour que cela se reproduise. La question du conditionnement d'air dans les hôpitaux français mérite qu'on s'y arrête. Une part importante des établissements hospitaliers français, notamment dans les villes moyennes et en province, sont logés dans des bâtiments anciens qui ne disposent pas de climatisation centrale. Des ventilateurs sont installés en urgence. Des brumisateurs sont mis en place dans les couloirs. Des glacières circulent avec des bouteilles d'eau. Ce sont des solutions de fortune. Ce sont des rustines sur un système qui n'a pas été conçu pour fonctionner à 40 degrés. Et pourtant, le changement climatique, officiellement reconnu par l'État français comme la cause directe de l'intensification des vagues de chaleur, était prévisible depuis 20 ans. 20 ans pendant lesquels des décisions d'investissement dans les infrastructures hospitalières auraient pu être prises différemment. 20 ans pendant lesquels on aurait pu construire, rénover, équiper. La question n'est pas technique, elle est politique. Parlons de politique, justement. Pas de parti, pas de nom, mais de système. Depuis 2010, le système de santé français a subi des politiques d'économie successives. Réduction du nombre de lits, fermeture de services dans les hôpitaux de proximité, rationalisation des effectifs. Ces décisions ont été prises par des gouvernements de sensibilités différentes. Elles ont été documentées dans des rapports de la Cour des comptes. Elles ont été dénoncées par les syndicats de médecins et d'infirmières. Elles ont été signalées dans des avis d'experts en santé publique. Et elles ont continué. Parce que dans un cycle politique de 5 ans, la réduction des dépenses de santé produit des économies visibles immédiatement, tandis que les conséquences d'une infrastructure hospitalière insuffisante se manifestent lors de la prochaine crise, qui arrivera peut-être sous le gouvernement suivant. C'est ce que j'appelle l'incompatibilité entre le temps politique et le temps de la protection des populations. Après 2003, une commission a été créée, un plan a été adopté, des promesses ont été faites. Après la canicule de 2019, à nouveau des déclarations, des engagements, des ajustements du plan. Après 2022, idem. Et maintenant nous sommes le mercredi 23 juin 2025 et 58 départements sont sous alerte rouge et l'armée du salut distribue de l'eau aux personnes âgées. Je ne dis pas que rien n'a changé depuis 2003. Je dis que ce qui a changé n'a pas été suffisant. Et la différence entre ces deux affirmations est une question de vie ou de mort, littéralement. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un. Appelons-la Madame Jacqueline. Elle a 74 ans. Elle vit seule dans un appartement au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur à Marseille. Elle n'a pas de climatiseur.
Dans les années précédentes, elle s'en sortait. Elle fermait les volets, elle buvait de l'eau, elle sortait tôt le matin. Ses enfants habitent dans une autre ville. Ils appellent une fois par semaine. L'assistante sociale passe le mercredi. Aujourd'hui, c'est mardi. Il est 19 h. La température extérieure est encore à 39 degrés. Dans son appartement, le thermomètre affiche 36. Elle boit peu, pas par négligence, mais parce que la sensation de soif s'émousse avec l'âge. C'est un fait médical, elle ne le sait pas. Elle se sent fatiguée, un peu étourdie. Elle pense que ça va passer. Elle ne veut pas déranger ses enfants pour si peu. Elle hésite à appeler le 15. Ce n'est pas une urgence, se dit-elle. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Et peut-être que demain matin, quand l'assistante sociale arrivera, il sera trop tard. Ce portrait n'est pas inventé. C'est le portrait collectif de milliers de personnes qui sont mortes en 2003. Des gens qui avaient des familles, des histoires, des habitudes, des voisins. Des gens qui n'ont pas appelé à l'aide parce qu'ils ne savaient pas qu'ils en avaient besoin, ou parce qu'ils ne voulaient pas déranger, ou parce que personne n'était venu leur expliquer les signes d'alerte. Le mercredi 23 juin 2025, combien de Madame Jacqueline étaient dans leurs appartements surchauffés, seuls, à espérer que ça passe? Et maintenant, je m'adresse à vous directement. Vous qui regardez ceci, vous avez peut-être une mère, un père, une tante, un voisin âgé, quelqu'un qui vit seul, quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis quelques jours, quelqu'un dont vous supposez qu'il va bien parce que vous n'avez pas eu de nouvelles alarmantes. L'absence de mauvaises nouvelles n'est pas une bonne nouvelle quand il fait 42 degrés et que la personne âgée en question ne veut pas vous inquiéter. Voici ce que je vous suggère, non pas comme conseil de santé publique, mais comme réflexion que je partage avec vous. Appelez. Maintenant. Pas ce soir. Maintenant. Demandez si la personne boit suffisamment. Demandez si elle a de l'eau fraîche. Demandez si quelqu'un passe la voir. Ce coup de téléphone peut sembler anodin. En 2003, des milliers de familles auraient donné n'importe quoi pour avoir passé ce coup de téléphone. Revenons au registre de personnes vulnérables. Après 2003, les communes françaises ont été chargées de constituer des listes de résidents âgés ou handicapés vivant seuls, sans climatisation, susceptibles d'être en danger lors d'une canicule. Ces registres existent, en théorie. Mais leur exhaustivité varie considérablement d'une commune à l'autre. Certaines mairies les ont tenues à jour rigoureusement. D'autres ont laissé ces listes vieillir, avec des noms de personnes décédées et des absences de personnes qui auraient dû y figurer. Voici un test simple que vous pouvez faire. Appelez votre mairie demain matin. Demandez si vous êtes inscrit sur le registre canicule. Demandez si quelqu'un vous contactera en cas d'alerte rouge. La réponse que vous obtiendrez vous en dira plus sur l'état de préparation de votre commune que n'importe quel discours officiel. Le changement climatique est officiellement reconnu par le gouvernement français comme la cause directe de l'intensification et de la multiplication des vagues de chaleur. Ce n'est pas une opinion, c'est la position officielle de l'État. Cela signifie que les épisodes comme celui du mercredi 23 juin 2025 ne sont pas des anomalies. Ils sont la nouvelle norme. Ils seront plus fréquents. Ils seront plus intenses. Les projections climatiques le montrent clairement. Ce qui était exceptionnel en 2003, ce qui était encore inhabituel en 2019, deviendra ordinaire dans les décennies à venir. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'avant-goût d'un été normal en 2050. La question n'est donc pas de savoir si la France sera de nouveau frappée par une telle canicule. La question est de savoir si, la prochaine fois, les hôpitaux seront prêts, si les registres seront complets, si les services sociaux seront mobilisés, si les bénévoles de l'armée du salut n'auront pas à compenser les défaillances de l'État. Il y a quelque chose qui me préoccupe profondément dans la manière dont cette crise a été gérée, ou plutôt dans ce que la gestion de cette crise révèle. Chaque fois qu'une catastrophe survient, le réflexe institutionnel est de créer une commission, d'adopter un plan, de faire des annonces. Ces annonces sont sincères parfois. Elles sont aussi, souvent, conçues pour absorber la colère publique et permettre le retour à la normale politique. Le plan national canicule, adopté après 2003, est un document réel, avec des protocoles réels. Mais un plan ne vaut que par sa mise en œuvre. Et la mise en œuvre dépend de financement, de personnel formé, de structures opérationnelles, de volonté politique maintenue dans la durée, pas seulement dans les semaines qui suivent une catastrophe, mais pendant les années calmes, quand personne ne regarde. Voilà ce que je veux que vous reteniez de ce que nous avons traversé ensemble dans ces 20 minutes. Le mercredi 23 juin 2025 n'est pas une date du passé, c'est une date du futur. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, les 58 départements en alerte rouge, les 42 degrés, les hôpitaux sous tension, les bénévoles de l'armée du salut dans les rues, les personnes âgées seules dans leurs appartements surchauffés, tout cela se reproduira. Peut-être l'été prochain, peut-être dans 2 ans,
peut-être avec des températures encore plus élevées. Plus de 15 000 morts en 2003. Ce chiffre devrait être gravé dans la mémoire collective française comme un avertissement permanent. Mais 22 ans plus tard, le mercredi 23 juin 2025, nous avons de nouveau 42 degrés, de nouveau des hôpitaux débordés, de nouveau des personnes âgées isolées sans filet de protection suffisant. Et quelque part dans un hôpital de Lyon, un médecin urgentiste dit à voix basse à son collègue, pour que les patients n'entendent pas, « Si demain c'est pareil, on ne tiendra pas ». Est-ce qu'il exagérait? Vous avez maintenant tous les éléments pour répondre vous-même. Et peut-être que la vraie question, celle que vous seul pouvez poser à votre propre conscience, c'est de savoir ce que vous ferez de cette réponse.